Paul Nafilian, avocat porte-parole de Racine d'Avenir, merci de nous avoir rejoints. Puis également Philippe Pascot, écrivain. Merci à tous les deux. Alors, je veux faire bien évidemment réagir sur cette journée du 1er mai, qui n'est pas une simple journée de mobilisation des Gilets jaunes, puisque c'est une journée qui devait être marquée par une convergence, en tout cas. C'est ainsi qu'on voyait un peu les choses entre, d'une part, les mouvements syndicaux, le mouvement des Gilets jaunes, les citoyens, et puis il y a aussi, c'est une journée de mobilisation aussi pour de nombreux partis politiques. Ouais, mais j'étais là-bas, j'en viens. Je peux vous assurer que la convergence a eu lieu. La CGT était là, FSU était là. On a vu des partis politiques qui étaient là. On a vu le patron de la CGT qui était là. On a vu des citoyens, on a vu des gilets jaunes et on a vu les rues remplies de citoyens, avec quelques connards qui ont fait des dégradations. Paul Nafilian. Moi, ce que je constate, parce que c'est un peu les mêmes images qu'il y avait, mine de rien, il y a quelques mois, et je vais être vulgaire, mais ce que je constate, c'est que c'est un peu la merde. C'est la merde parce que, et pour 3 raisons. La première, c'est que Macron arrive de manière très indélicate. On vous sent très en colère. Ouais, non, je suis très en colère parce qu'en fait, enfin, c'est pas en colère, mais je suis un peu désespéré. Parce que, je vais vous dire, Macron arrive avec des réformes très maladroites. Très maladroites. Bon. Mais ce ne sont pas des réformes d'envergure. On ne s'est pas attaqué. Qu'est-ce des réformes? Non, des réformettes. Voilà, des réformettes. Mais je veux dire, on ne s'est pas attaqué à la fonction publique, on ne s'est pas attaqué au sujet des retraites encore, on ne s'est pas attaqué à une vraie réforme de la fiscalité économique. L'immigration, c'est toujours un peu l'open bar. Bref, il y a pas mal de sujets qui n'ont pas été abordés. Et résultat, on a quand même beaucoup de désordre. Donc, moi je me dis, le jour où on va arriver, et tous les Français de plus en plus, que ce soit de gauche ou de droite, se rendent compte qu'on va devoir faire des réformes, comment est-ce qu'on va pouvoir maintenir l'ordre? Ensuite... Si, il fait des réformes quand même, M. Macron. Il a supprimé l'ISF quand même, c'est une bonne réforme. Il remplace par l'IFI, donc en fait c'est un symbole pour uniquement favoriser le plus riche des plus riches. C'était une très mauvaise idée. Il a cassé le code du travail quand même. Il est en train de casser tous les services publics, il a cassé les hôpitaux, donc il fait des réformes. Pas forcément dans le bon sens. Casser, c'est un peu fort. Il n'a pas cassé le droit du travail. Le code du travail, il est quand même bien cassé aujourd'hui. Oui, mais il a assoupli. Alors que l'on voit ici donc les pompiers porter secours à un blessé. Ça a été une journée quand même très violente. Il y a eu des points de tension très importants. Samantha, c'est normal. Ça a commencé. Les gens deviennent de plus en plus insupportés par la non-réaction, et je suis d'accord avec mon collègue, des réformettes de M. Macron. Vous vous rendez compte que la seule chose qu'il ait véritablement promis, c'est une baisse d'impôt de 450 € à l'année. Mais c'est pas ça que veulent les gens. 450 € une fois dans l'année pour... Allez, on va dire brut en plus, pour un certain nombre de personnes. Mais vous pensez véritablement sur cette journée que s'il y avait une réponse politique que les Gilets jaunes puissent accepter, on n'aurait pas assisté aux scènes de violence? Parce qu'on a vu l'infiltration de ces profils radicaux, les Black Blocs, quand même. C'est eux qui ont provoqué les violences, on les a vus. Vous croyez vraiment que si les gens étaient contents, ils iraient battre le pavé tous les samedis? Vous croyez vraiment que s'il y avait une véritable réponse politique à ce que demande l'ensemble de la population, il y aurait des violences? Mais pourquoi il y a des violences depuis 5 mois, depuis 25 semaines? Les gens sont exaspérés, les gens en ont marre, ils n'ont aucune réponse. La seule réponse qu'ils ont, c'est une réponse d'arrogance. D'arrogance de quelqu'un qui vous regarde de sa tour d'ivoire en vous disant « j'ai fait un grand débat pendant 3 mois, mais je ne tiens pas du tout compte de ce qu'ont dit les gens dans le grand débat, je ne tiens pas du tout compte de ce qu'ont dit les autres. Et je fais mes propres réformes. » Est-ce qu'une seule fois, dans les revendications des Gilets jaunes, on a parlé de l'ENA? Est-ce qu'une seule fois on a demandé à ce qu'on supprime l'ENA? Qu'est-ce que c'est que cette réformette qu'on a demandé? Nous, non, on n'a pas demandé ça. Les gens demandaient à remplir leur frigo tous les mois. Les gens n'ont pas demandé, et mon collègue avait raison, d'avoir une aumône de baisse d'impôts une fois par an. C'est pas ça. Les gens, ils veulent un reste à vivre tous les mois. Les gens, ils veulent moins de taxes. Aujourd'hui, vous vous rendez compte que l'essence est plus chère que le 17 novembre? Que les produits de première nécessité sont plus chers que le 17 novembre? Mais de qui se moque-t-on? De qui ce personnage se moque-t-on? Et on s'étonne que les gens soient violents dans la rue. On s'étonne que l'exaspération, des fois, se fasse de façon malhabile. C'est pas étonnant. Finalement, tout le monde est perdant, Paul Nafilian, au terme d'une journée. Alors c'est peut-être pas aussi simple, parce que moi ce que je constate, c'est que le corps électoral, il est partagé aujourd'hui au mois de mai, de la même façon qu'il était en octobre. C'est-à-dire que les partis politiques n'ont rien gagné à ces manifestations des Gilets jaunes. Les gens sont campés sur leur division, la société française, elle est complètement fracturée, et je pense en plus que, et ça c'est peut-être aussi lié à la politique de Macron, on a exacerbé les intérêts contradictoires des Français. Donc c'est pas aussi simple, c'est pas tous les gens en ont marre de Macron. On a exacerbé les intérêts contradictoires. C'est-à-dire que il y a quand même des gens qui souffrent des taxes, de la CSG, de l'imposition en France, de la liberté
liberté d'entreprendre qui est quand même et d'autres qui aujourd'hui vont dire on en veut plus, il faut faire payer davantage les riches, mais qu'est-ce qu'on entend par riche? Vous voyez, il y a une fracture, c'est un kaléidoscope dans la France. Entretenu par le gouvernement en plus, parce qu'il serait tellement simple d'annoncer les choses sérieusement, mais entretenu de façon manipulatoire, en montant les uns contre les autres, en montant les ethnies contre certaines ethnies contre certaines ethnies. Qu'est-ce que c'est que ces déclarations à la mort moelleux qui met en avant certaines religions par rapport à d'autres? Mais c'est ça, rassembler la France. C'est ça les réflexions qui doivent nous faire de façon politique. Et ce qui m'inquiète beaucoup, ça j'aimerais vraiment le dire, c'est que aujourd'hui, je vois, et même en 2022, ça sera sans doute le cas, vous ne pouvez pas être élu avec plus de 25% des voix. Je m'explique, c'est-à-dire que, vous voyez, chaque parti politique ne dépasse pas aujourd'hui en intention de vote plus de 25%. Et c'est un énorme problème c'est un énorme problème de légitimité politique. On le voit, Macron en souffre. Mais en 2022, le candidat qui sera élu, il n'aura pas, à mon avis, au premier tour, rassembler plus de 20-22% du corps électoral. Quand tu dis 22%, plus c'est le pourcentage, c'est pas forcément le nombre d'électeurs. Exactement, sans compter l'abstention. Et ce qui veut dire que pour engager les réformes qui vont être nécessaires et qui sont des réformes d'envergure dont nous avons besoin en France, vous voyez le peu de légitimité, parce que peut-être que finalement, vous êtes président, élu initialement, avec 12-15, si on tient compte de l'abstention. Et demain, au lendemain de cette journée qui n'est pas encore terminée, on voit que c'est très tendu du côté du boulevard Saint-Marcel. Là, tout à l'heure, on a assisté à des scènes de violence très très fortes. Oui. Et on attend encore le moment de la dispersion. C'est toujours le moment très délicat des journées de mobilisation. Oui. Demain, qu'est-ce qui va se passer? Demain, on va attendre samedi. Tout le monde est perdant. Est-ce que tout le monde est perdant? C'est vrai qu'on a les rassemblements des partis politiques ont été effectivement éludés. On a vu que le secrétaire général de la CGT, Philippe Martinez, lui a été contraint très tôt de quitter le cortège de la mobilisation. Mais il est revenu. Il est peut-être revenu, mais en tout cas, il a quitté ce cortège forcé par les affrontements entre les forces de l'ordre et les Black Blocs. Demain, qu'est-ce qui va se passer? Demain, il va se passer que, comme il n'y a toujours pas de réponse, ça va continuer. Samedi, on va encore être là. Et le samedi d'après, on va encore être là. Même si quelque part, en plus, ils continuent à limiter. Même si quelque part, maintenant, ils nous interdisent d'aller manifester chez les riches et on ne peut manifester que dans les endroits où il y a des pauvres, on va continuer. Parce que c'est pas un problème de personne, les Gilets jaunes, c'est un problème de société. Tant que ces gens-là nous répondront avec arrogance, tant que ces gens-là ne répondront pas aux réels besoins des gens, en nous faisant l'aumône. C'est de l'aumône qui nous a fait dans ces réponses. Et on voit ici boulevard Saint-Marcel, la progression du cortège des manifestants qui restent, on le voit, toujours mobilisés malgré ces violences. Donc, il y a du monde. Voilà, il y a beaucoup de monde. En tout cas, alors justement, je ne sais pas ce que Castaner va dire ce soir. Justement, il y a peut-être plus de monde que le 1er mai dernier. On a des chiffres 40 000 manifestants selon un comptage à Paris, selon un comptage réalisé par un collectif de médias pour le cabinet Occurrence. La CGT, de son côté, a compté 80 000 personnes aujourd'hui à Paris. La préfecture de police, 16 000, c'était à 14h, le chiffre livré par la préfecture de police, qui a compté aussi 151 000 personnes dans toute la France. On va prendre évidemment ces chiffres. Samantha, dites plus par la préfecture de police, dites par Castaner. Voilà, par le ministère de l'Intérieur, voilà, si vous voulez. Simple, et l'an dernier, donc aujourd'hui 150 000 personnes comptabilisées selon le ministère de l'Intérieur, c'était à 14h. Et l'an dernier, les manifestations avaient rassemblé 143 500 personnes selon le ministère. En dehors de ces chiffres. Donc c'est un peu plus que de toute façon, c'est un peu plus que l'année dernière. En dehors de ces chiffres, vous vous rendez compte qu'il y a 25 semaines où les gens sont tous les samedis dans la rue. Il y a encore un mercredi de plus et on se retrouve avec plus de monde que l'année dernière. Chiffres officiels qu'ils sont obligés de reconnaître. Je dis bien obligés de reconnaître. Ils peuvent pas se rendre compte qu'il y a un problème. Ils peuvent pas se rendre compte qu'il faut se mettre autour de la table et discuter réellement. Mais quelle réforme? Mais oui, vous parlez des réformes. Moi, j'ai des doutes. Quelle réforme aujourd'hui serait suffisante? On va poursuivre. Les Gilets jaunes. Les Gilets jaunes aussi, effectivement. Il y a beaucoup de Gilets jaunes qui défilent à côté des militants syndicaux. Cécilia était là, Jérôme était là. On les voit ici, toujours aussi déterminés, malgré, c'est vrai, les heurts entre les forces de l'ordre et les profils radicaux et ces violences qu'on a pu observer aujourd'hui. Justement, à propos de l'infiltration, Paul Nafilian, de ces Black Blocs, le ministère de l'Intérieur avait annoncé le risque de voir 1000 à 2000 profils radicaux infiltrés
infiltrer cette journée de manifestation. Ça avait été déjà le cas l'année passée. On avait dénombré à peu près 1200 profils radicaux. Cette année encore, on ne sait pas combien ils sont. Mais puisqu'on peut déterminer le nombre approximatif... On en parlait avec Philippe, est-ce qu'on peut justement. Les identifier? Il y a eu un certain nombre d'interpellations. Il y a eu Philippe me disait, alors du coup je fais le porte-parole, parce que je suis avocat, on me prête ma parole, oui, que bien entendu ils sont identifiés, ils sont infiltrés, et que on pourrait évidemment les arrêter, d'autant qu'ils arrivent en meute. Bon. Alors, ça pose peut-être la question plus large de... aujourd'hui, il y a une violence manifeste dans la société, et l'État, qui exerce aussi d'autres formes de violence, elle est privée d'une réponse violente. On l'a vu, vous voyez, tout d'un coup, il y a le Haut Commissariat à l'ONU qui dit que la France, ça donne à des répressions policières. Donc moi, je m'interroge, à terme, sur quand on va passer des réformes peut-être plus d'envergure qui vont fâcher une partie de la population encore plus qu'aujourd'hui, est-ce que l'État va pouvoir faire respecter l'ordre public? Donc, je m'interroge parce que... En tout cas, le ministère de l'Intérieur, Philippe Pasco, avait promis la plus grande fermeté pour les Gilets jaunes. Non, face aux Black Blocs. Je sais pas, moi j'y étais, Samantha. Hein. Oui. J'ai pas trouvé qu'il y avait beaucoup de fermeté vis-à-vis des Black Blocs. C'est quand même des gens qui sont habillés, qui sont tout de noir, qui ont des bêtes de baseball, etc., qui sont en groupe, qui sont identifiés. Et puis bizarrement, on les laisse circuler. Ils arrivent par 20 ou 40 en descendant la gare du Nord. Vous étiez sur place parce que tout à l'heure, on avait avec nous un ex-policier du RAID qui nous expliquait aussi... Bruno Pomar, oui, Bruno qui est un type adorable. Ouais, et qui nous expliquait que c'était difficile pour les forces de l'ordre d'exfiltrer ces Black Blocs parce qu'ils se noient dans la masse, ils changent leurs vêtements. Qui parle de les exfiltrer? C'est des gens qui sont de toute manière totalement infiltrés, on le sait. C'est des gens qui vivent par groupe. On peut les choper avant la manif. Comment on fait pour les hooligans, chère madame? Les hooligans, on leur dit, vous venez le matin, vous venez au commissariat, vous n'allez pas au match le soir. Ces gens-là qu'on connaît, qu'on sait. Parce que, par contre, les contrôles dans le métro, sur les gilets jaunes, il y en a un paquet. Les contrôles dans les voitures, pour quelqu'un qui vient juste se rendre à la manifestation, il y en a un paquet. Mais bizarrement, les Black Blocs qui sont 200, 300, eux, ils sont là, on les voit. Et la loi anti-casseurs, Paul Nafilian, c'est encore trop tôt pour l'appliquer de manière efficace? Déjà, on n'ose pas trop l'appliquer, parce que vous voyez, on fait une loi anti-casseurs, et ensuite on va quand même, la même personne, demander au Conseil constitutionnel de s'assurer que ce soit bien constitutionnel. Parce que c'est ça qui est très difficile, c'est d'articuler le respect des libertés individuelles avec le maintien de l'ordre public. Ce qui était embêtant... Donc on avance et puis on recule en même temps. Ça dépend des sujets, parce que vous voyez, sur le casier judiciaire vierge, pour les élus, Monsieur Macron a refusé de présenter la loi au Conseil constitutionnel, bizarrement. Hein. Ouais. Donc deux poids, encore une fois, deux poids, deux mesures. Ça dépend de qui est en cause. Quand c'est un élu, on n'y touche pas. Quand c'est des gilets jaunes citoyens qui veulent réclamer, bizarrement, on leur appuie dessus. Et comment ça se passe dans les autres pays face aux Black Blocs? Moi, j'aimerais savoir comment ça se passe parce que... Ça se passe pas mieux. Ça se passe mieux. Il y a même des pays qu'on montre du doigt, dont on dit que c'est des pays de dictature, qui font pas mieux que nous. Et à la limite, des fois, on se même mieux s'ils font pas mieux que nous. Mais des pays qu'on montre du doigt, soi-disant, hier, on disait que c'était des pays qui sont pas fréquentables, etc. Aujourd'hui, en France, on arrête des gens alors qu'ils n'ont rien fait. Aujourd'hui, en France, on met en prison des gens parce qu'ils ont déclaré quelque chose sur Facebook. Aujourd'hui, en France, des gens qui font des pécadilles se retrouvent avec des 6 mois fermes. Et le problème, c'est les 2 poids, 2 mesures. Parce Exactement. Que c'est vrai que vous dites, suicidez-vous un policier. C'est choquant, mais de là à prendre 8 ans, 8 mois ferme, etc. Quand on voit que d'autres, par exemple des jeunes, les ministres déclarent qu'il faut tirer sur la certes foule. Des ministres, mais autres des jeunes de banlieue qui vont dire des propos bien pires et qui vont faire des tentatives de meurtre sur policiers et qui ne subissent pas ces mêmes sanctions. Évidemment, les Français réagissent. On va pas non plus faire d'amalgame avec les banlieues. On va pas tout parler de délinquance. C'est un amalgame avec un ministre qui a déclaré qu'il fallait tirer sur la foule qui n'est même pas mis en examen, et qui a fait cette déclaration à la télévision. Mais Paul Nafilian, est-ce que la liberté de manifester aujourd'hui... Quelle liberté? Non, mais je veux dire justement, laissez-moi terminer ma question. Est-ce qu'elle est menacée aujourd'hui? Parce qu'on ne peut plus manifester de manière pacifique les gilets jaunes. Ce qui serait scandaleux. Non, je vais vous dire, moi j'en sais rien parce que je suis pas renseigné. Les citoyens ont essayé de manifester aujourd'hui de manière pacifique, ça n'a pas marché. Ce qui serait scandaleux, c'est que si l'État a la possibilité d'empêcher des troubleurs, des casseurs, de venir empêcher les gens de manifester,
Ça serait choquant. En revanche, si... Vous savez, c'est quand même très compliqué parce qu'ils ont une peur de la bavure qui est terrifiante. Et en effet, c'est ce que je disais quand je m'interrogeais, dès que vous faites... vous voyez, vous n'osez pas casser l'œil enfin, je sais pas comment on dit, percer l'œil de quelqu'un, vous n'osez pas... il y a des risques, vous savez, d'hémorragie cérébrale. Dès qu'il y a des mouvements de foule comme ça peut vite tourner très mal. Alors, vous allez commenter le tweet d'Emmanuel Macron. Il faut qu'il change de conseiller, Macron, là. Mais vous vous rendez compte de l'arrogance du tweet qu'il vient de faire alors qu'il y a 100 000 personnes qui sont dans la rue en train de manifester? Non mais il faut qu'il change de conseiller. Vraiment, je lui donne un conseil. Qu'il nous passe un coup de téléphone. On est quelques-uns dans les Gilets jaunes à vouloir bien faire une réunion avec lui pour lui expliquer la réalité du terrain. Parce que oser faire un tweet pareil alors qu'il y a 100 000 personnes qui sont en train de pleurer dans la rue en disant écoute-nous, mais ou il est malade ou ses conseillers le conseillent mal. C'est pas possible. C'est pas possible d'écrire ce genre de choses, alors que dedans, parce que vous avez parlé des policiers qui ont été blessés, mais moi à la manifestation, j'ai quand même vu encore des gens qui perdaient un œil aujourd'hui. Des gens qui sont partis avec les Strutnagli, qui ont pris quand même des balles, qui sont des armes de guerre. Je le précise, qui sont déclarés comme des armes de guerre, qui ont pris des balles dans l'œil. Donc il n'y a pas que les policiers qui ont été blessés, et c'est malheureux. Il y a ça, et il ose faire un tweet comme ça, mais c'est une honte par rapport aux Français. Emmanuel Macron, voilà, qui a reçu aujourd'hui. Qui nous appelle, on va lui expliquer. Le périmètre de l'Élysée était complètement bouclé. Ah oui, on a vu, oui. Et il a reçu à l'Élysée les métiers de bouche et des fleurs, donc pour cette traditionnelle remise du muguet. Vous avez donc pu voir cette réaction d'Emmanuel Macron. Paul Nafilian, on compte 288 interpellations à 17h. 288 interpellations à 17h, 7400 policiers et gendarmes mobilisés rien que dans la capitale. Il y a eu plus de 12 000 contrôles préventifs. Sauf pour les Black Blocs. 12 000 contrôles préventifs, sauf pour les Black Blocs. Plus de 12 000 contrôles préventifs. Quelle analyse vous faites, vous, de ces chiffres? Moi, ce qui m'inquiète, c'est pas ces chiffres. Ce qui m'inquiète, c'est comment est-ce qu'on sort de ça. 206 gardes à vue. Non, c'est comment est-ce qu'on sort de ça. Et moi, j'essaye. C'est pour ça que j'ai pris un moment du recul. Je suis plus venu sur votre plateau pendant un certain temps parce que je savais plus quoi dire au sujet des Gilets jaunes. J'étais partisan au départ, je me disais Macron est assez arrogant, ses réformes ne favorisent que les plus riches, etc. Mais après, on a des revendications qui sont très contradictoires. Et tout le monde est tombé finalement dans le piège. Parce que Macron, moi je peux pas lui mettre que des bémols. Alors, je suis pas aussi contre Macron. Le RIC, c'est une revendication simple. Oui, mais le RIC, il faut savoir comment l'appliquer. Je pense qu'à l'échelle régionale, c'est intelligent. Pardon ? À l'échelle régionale, c'est intelligent. Mais nous sommes là, on parle de l'échelle locale, il a dit. Oui, on va pouvoir changer l'endroit du bac à sable. Non, mais régional, ça serait. Mais sinon, ça n'est pas possible. On est quand même en démocratie. La violence. La seule violence qui est acceptable, c'est la violence des urnes. Si vous voulez, si vous n'êtes pas d'accord avec une politique, vous allez voter. Mais pourquoi il n'a pas accordé le vote blanc ? Mais c'est rien, c'est du symbole. C'est du symbole. Mais aujourd'hui, comment on sort de ça? Lui, qu'est-ce que vous voulez qu'il apporte comme réponse? Et ça peut-être que diviser pour mieux régner, c'est favorable pour lui. Mais comment on sort de ça? Qu'est-ce que les gens veulent? D'un côté, de ce grand débat, manifestement, il sort, on veut moins d'impôts. Mais les gens disent, on veut plus une meilleure redistribution. Vous dites que la réponse, elle ne viendra pas. Elle viendra des urnes et pas d'Emmanuel Macron. Son quinquennat est loin d'être terminé. Les Français sont très fracturés, qu'on a un système où la moitié des Français payent des impôts et l'autre moitié ne paye pas, que tout est fait pour qu'on s'oppose les uns les autres. Vous avez les hommes des villes, ceux des campagnes, vous avez ceux qui connaissent la réalité, vous me dites, vous parlez d'immigration, mais c'est un véritable problème sécuritaire, etc. Ceux qui considèrent que le monde, la France doit ouvrir ses frontières au monde. Tout est divisé aujourd'hui, d'un point de vue économique, sociétal, historique, ça. Comment est-ce qu'on fait? Mais Paul, est-ce qu'un président, c'est fait pour diviser ou c'est fait pour rassembler? C'est fait pour rassembler. Et qu'est-ce qu'il est en train de faire en ce moment? Non, mais je suis d'accord. Il est en train de diviser. Et c'est pour ça qu'il est tombé dans son propre piège. Donc c'est un mauvais président. Oui, mais les Français sont aussi un mauvais peuple. Quand les Français sont des veaux. Les Français savent rien. C'est pour ça d'ailleurs qu'il ne peut pas donner le RIC. Pourquoi vous dites que les Français sont un mauvais peuple? Parce qu'ils sont très contradictoires. Parce qu'ils veulent une chose et son contraire. Parce qu'ils veulent un système de retraite et un système de sécurité sociale qui est à bout de souffle et qu'il va falloir réformer. Mais non. Eh ben si. Mais non, il faudra aller chercher l'argent. Où est l'argent? Oui, mais ça ne suffira pas. Merci beaucoup, en tout cas, Paul Nafilian, pour nous avoir accompagnés. Je rappelle que vous êtes avocat, porte-parole de Racine d'Avenir. Et Philippe Pasco, vous restez avec nous. Vous êtes écrivain, vous restez avec nous pour commenter donc cette journée du 1er mai.